Les menottes ont claqué. J'étais loin, très loin, mais j'ai senti le coup, cette onde de choc qui a traversé le pays, l'Atlantique et même la discrète chambre d'hôtel où je me terrais. J'ai vu la photo sur mon ordinateur portable sécurisé. Julien, mon mari, enfin, mon ex-mari, maintenant, officiellement, conduit hors de notre immense propriété de Cannes, le visage livide, les yeux emplis d'une rage et d'une incompréhension absolue. Comment était-on arrivé là? C'était compliqué. Il fallait remonter, bien avant les flashs des appareils photo, bien avant ce penthouse de Lyon qui avait scellé son destin, et le mien par la même occasion. Avant ça, il y avait eu l'opulence, l'illusion. L'air de Cannes y sentait toujours un mélange étrange de vieux argent et d'herbes fraîchement coupées, surtout autour de notre domaine. Vu de l'extérieur, notre propriété était la définition même du succès. Un manoir géorgien tentaculaire, drapé de lierre, émergeant de 12 hectares de forêt, un monument de pierre et de verre qui semblait pousser là naturellement. À l'intérieur, tout était orchestré. Je me souviens d'avoir souvent ajusté la tige d'une orchidée blanche dans un vase Ming. Tout dans cette maison était parfait, un équilibre méticuleux qui frôlait le stérile. Et moi, j'étais un peu comme ça aussi. Blonde pâle, élégante, avec une sorte de calme que les gens prenaient souvent pour de la fragilité. La femme parfaite pour un homme comme Julien. Lui, Julien, c'était le soleil à ma lune. Brun, charismatique, vibrant d'une énergie qui emplissait chaque pièce, chaque conversation. Il était le fondateur et PDG de Dynamis France, sa société d'énergie verte qui promettait de résoudre la crise climatique avec sa technologie révolutionnaire. Le cœur Hélios. On le voyait partout, sur les couvertures des magazines, on le comparait au Tesla de la Côte d'Azur. L'homme qui rendait l'énergie durable non seulement viable, mais rentable et sexy. Notre mariage, ça c'est une autre histoire, une belle façade, bien sûr. Mais l'important, c'est ce qui est venu après. Ou plutôt, ce qui a été déconstruit après. Je me souviens particulièrement d'une soirée peu de temps avant que tout ne s'effondre. C'était le gala annuel L'Avenir en marche, le plus grand événement de collecte de fonds pour la Fondation Dynamis et, sans conteste, le moment fort du calendrier mondain cannois. Comme toujours, j'étais le moteur silencieux de l'événement. J'avais peaufiné la liste des invités, goûté chaque plat, le poisson, la viande, le dessert, validé le plan de table, veillant à ce que les investisseurs rivaux soient assis à bonne distance les uns des autres. Mon rôle, en somme, était de gérer l'orchestre invisible, de maintenir l'harmonie. Julien m'avait trouvé dans le grand hall, tapotant frénétiquement sur ma tablette. Il avait déposé un baiser sur le sommet de ma tête, son parfum, un mélange chair de Cologne et d'ozone, m'enveloppant. « C'est parfait, Marie, comme toujours, avait-il murmuré, sa voix un ronronnement bas et appréciatif. Mes cheveux, soigneusement attachés, n'avaient pas bougé. Mon cœur non plus, ou presque. Je sentais la tension de la soirée monter, mais une part de moi restait détachée, comme si je jouais un rôle dans une pièce que j'avais moi-même écrite. Il avait jeté un coup d'œil à son téléphone, son pouce glissant rapidement sur l'écran. Pierre Lefebvre vient de confirmer le consortium japonais est dedans. Ils achètent encore 5%. C'est merveilleux, Julien, avais-je répondu, ma voix calme, presque neutre. Pierre Lefebvre, son directeur financier, était un homme aux yeux perçants et au sourire de requin. Je ne lui avais jamais vraiment fait confiance, mais Julien le voyait comme un atout, une bauche de chiffres à sa botte. Merveilleux, c'est révolutionnaire, chérie. Il m'avait enfin regardé, son sourire éclatant et aveuglant. Ce soir, on ne fait pas juste une fête, on annonce l'avenir. Il m'avait tenu par les épaules, son regard intense. Dans 2 ans, Marie, les cœurs Hélios seront dans toutes les villes. Cette fête, ce n'est rien. On achètera une île, tu verras. J'avais souri, juste un léger et entraîné mouvement de mes lèvres. N'oublie pas la presse à 19h15 et ton discours. Tu as bien relu les notes que j'ai préparées? Bien sûr, avait-il dit,
déjà distrait par un autre ping de son téléphone. C'est juste cette nouvelle campagne. Elle est vitale. Mon regard s'était attardé sur son écran une fraction de seconde de trop. J'avais vu le nom. Sophie Duval. Sophie Duval, le nouveau visage de Dynamis France. Une mannequin aux yeux couleur de Caraïbes et au corps qui semblait défier la gravité. Julien avait insisté pour l'embaucher, clamant qu'elle représentait l'énergie jeune et vibrante de la marque. Je l'avais rencontrée. Sophie était tout en dents et en ambition, une femme qui regardait Julien non pas avec admiration, mais avec une faim étrangement familière. C'était le même regard que Julien avait quand il était sur le point de conclure un gros contrat. « Je dois prendre ça », avait dit Julien, s'éloignant déjà. C'est à propos du lancement de la campagne de Sophie. Vital. J'étais resté seul dans le hall caverneux. La maison était silencieuse, à part le lointain bourdonnement des camions de traiteurs qui se préparaient. J'avais regardé les orchidées parfaites, le marbre poli et les cadres dorés de notre vie parfaite. Et pour la première fois, j'avais remarqué la fine fissure, presque invisible, qui s'étendait du coin du vase Ming. Une fissure qui n'était pas là hier, ou du moins, que je n'avais pas voulu voir. J'avais construit cette école moi-même. J'en avais poli les barreaux et fermé la porte moi-même. J'avais été la femme parfaite, celle qui avait renoncé à sa propre carrière pour gérer sa vie, sa maison, son statut social. Avant d'être Marie Dubois-Thorne, hôtesse de la société, j'avais été Marie Dubois, experte comptable judiciaire. Une femme capable de trouver un unique point décimal falsifié dans une montagne de données. Une femme qui voyait des schémas là où les autres ne voyaient que le chaos. Et je voyais un schéma maintenant. Les réunions tard le soir, les appels téléphoniques soudains et chuchotés, le nouvel ordinateur portable crypté qu'il gardait dans sa maillette, et le nom Sophie qui apparaissait sur son téléphone avec la régularité d'un cours boursier. J'avais ignoré tout ça. Je m'étais dit que c'était le prix à payer pour un homme comme Julien. Mais alors que je restais dans le silence, un nœud froid et dur de certitude se serrait dans mon estomac. Ce n'était pas juste de l'infidélité. L'infidélité, c'était courant dans notre milieu. Ça semblait différent. Ça sentait l'argent. Beaucoup d'argent. Je m'étais dirigé vers les grandes portes-fenêtres et avais regardé le parc. La fête commencerait dans 3 heures. Je sourirais. Je porterais la robe saphir que Julien m'avait offerte. Et je jouerais mon rôle de femme parfaite. Mais tandis que je regardais le soleil plonger derrière les arbres, Marie Dubois avait pris une décision. Je n'allais pas juste chercher la fissure. J'allais trouver ce qui la causait et, croyez-moi, j'allais le faire payer. Le gala avait été un succès retentissant. Julien avait été brillant, son discours peignant la vision d'un avenir propre et lumineux, tout cela alimenté par Dynamis France. Il avait récolté plus de 20 millions d'euros pour la fondation. Sophie Duval était là, drapée d'argent, riant un peu trop fort à ses blagues, touchant son bras un peu trop souvent. J'avais observé tout cela avec un sourire serein et figé, acceptant les compliments sur les amuse-bouches et la perfection du bord en croûte de sel, mais mon esprit était ailleurs. Il était sur l'ordinateur portable crypté dans le bureau de Julien, sur cette petite clé USB que j'avais commandée discrètement. Les 2 semaines suivantes, j'ai évolué dans l'ombre de ma propre maison. Je suis devenu un fantôme, mes mouvements calqués sur les siens. Je dormais quand il était au bureau et je travaillais quand il dormait. Ma vie d'avant, celle des détails méticuleux et obsessionnels, était revenue en force. Je n'étais pas sotte. Je n'ai pas essayé de deviner son mot de passe. Julien était arrogant, mais pas stupide. Au lieu de cela, j'ai utilisé une petite clé USB enregistreur de frappe que j'avais achetée sous un faux nom sur Internet, en crypto-monnaie bien sûr. Je l'ai branchée discrètement à l'arrière de la station d'accueil de son ordinateur de bureau un matin, pendant qu'il prenait sa douche. Il a le sommeil lourd, surtout après les nuits de fête qu'il passait. J'ai attendu 3 jours. Puis, pendant qu'il était à un dîner de conseil d'administration, un dîner que je savais, grâce au tracker de sa voiture,
se déroulait dans le penthouse du centre-ville qu'il gardait pour ses investisseurs. J'ai récupéré la clé. Je n'ai pas utilisé mon propre ordinateur. Je suis allé dans la maison d'amis où j'avais une machine que j'avais achetée en espèces et configurée sur une connexion Internet dédiée et intraçable. Le fichier du keylogger s'est ouvert. C'était un fouillis de frappe. Il m'a fallu 1 heure pour trier le bruit et trouver la chaîne de 24 caractères qu'il avait utilisée pour accéder à l'ordinateur portable crypté. Mes doigts tremblaient dans la tapant. Helios Invictus Tour 25. Le lecteur s'est monté. Au début, c'était ce à quoi je m'attendais. Memos, plan marketing, contrat. Puis j'ai trouvé le dossier intitulé « Personnel » à l'intérieur d'un sous-dossier SD. C'était une inondation. Photos, vidéos, réservations d'hôtel. Sophie Duval, non pas dans les photos professionnelles de haute couture de la campagne, mais en peignoir d'hôtel, dans sa voiture, dans son jet privé. C'était organisé et indéniable. J'ai ressenti une brève piqûre froide, mais je l'ai balayée. Ce n'était que le symptôme. Je cherchais la maladie. J'ai quitté le dossier SD et j'ai plongé plus profondément dans les finances. Julien m'avait toujours tenu à l'écart des affaires réelles, me laissant gérer les livres de compte de la maison et la fondation, mais jamais Dynamis France elle-même. Il disait que c'était pour me protéger. Je savais que c'était pour me contrôler. J'ai ouvert un dossier nommé R&D interne. J'ai trouvé ce que je cherchais, non pas dans une feuille de calcul, mais dans une longue chaîne d'emails de plus en plus frénétique entre Julien et un homme que je ne connaissais pas. Un certain Dr. Étienne Ray, ancien chef de l'ingénierie. Le premier email daté d'il y a 6 mois provenait du Dr. Ray. Objet: urgent, instabilité du cœur Helios. Julien, les résultats des tests de l'usine d'Auvergne ne sont pas seulement décevants. Ils sont catastrophiques. Le cœur ne maintient pas une charge soutenue. La production est de 30% de ce que nous avons promis aux investisseurs, et le champ de confinement montre des micro-fissures de stress. Nous falsifions les données publiques. Ce n'est pas un bug, c'est un défaut de conception fondamental. Nous devons arrêter le déploiement et informer le conseil. La réponse de Julien était glaciale. « Étienne, tu exagères. Les données sont gérées, pas falsifiées. Nous sommes dans une phase délicate de confiance des investisseurs. Ton travail est de régler ça, pas de paniquer. Garde ça entre nous. » La chaîne a continué pendant des semaines. Le Dr. Ray devenait plus désespéré. Julien devenait plus menaçant. Le dernier email provenait de Pierre Lefebvre, le directeur financier envoyé à Julien. Objet: le problème Ray. C'est réglé. Son indemnité de départ inclut une clause de non-divulgation si béton, il ne pourra même pas commander un café sans ma permission. Il est parti. J'ai promu son second. Lui, il comprend la loyauté d'équipe. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas juste de l'infidélité. Ce n'était pas juste contourner les règles. C'était une fraude de plusieurs milliards d'euros. Dynamis France, l'entreprise censée sauver le monde, était un château de cartes. Le cœur Hélio était un mensonge. J'ai continué à creuser. J'ai trouvé la véritable trace de l'argent, une société écran enregistrée aux îles Caïmans, SD Holdings. J'avais supposé que SD signifiait Sophie Duval. C'était le cas, mais c'était pire que ce que je pensais. Julien ne payait pas seulement sa maîtresse. Il blanchissait de l'argent à travers elle. Il avait attribué à l'agence de mannequins de Sophie, une société qu'elle avait fondée 3 mois auparavant, un contrat de marketing exclusif de 50 millions d'euros. De là, l'argent était acheminé de SD Holdings vers des comptes offshore privés. Il ne me trompait pas seulement. Il trompait l'entreprise, siphonnait le capital des investisseurs dans une caisse noire personnelle, utilisant sa maîtresse comme intermédiaire. Il planifiait de se retirer. L'action était à son apogée. Il se préparait pour une dernière levée de fonds massive, après quoi lui et Pierre Lefebvre vendraient leur part, laissant tous les autres, y compris le consortium japonais et les fonds de pension qui avaient investi,
avec rien d'autre qu'un morceau de métal instable et sans valeur. Et Sophie était sa complice. Je me suis reculé, la lueur de l'écran illuminant mon visage pâle et choqué. La maison d'amis était silencieuse. Il ne m'avait pas seulement trahi, il avait trahi tout le monde. C'était un voleur habillé en sauveur. J'ai regardé les preuves, les emails, les virements bancaires, les données de tests réels et non filtrés de l'usine d'Auvergne. J'ai compris. Julien savait que le cœur était un échec. Il essayait juste de maintenir le mensonge assez longtemps pour s'enrichir. Il ruinerait des milliers de vies. J'ai pensé aller voir le conseil d'administration, mais qui au conseil était propre? Pierre Lefebvre, il était de mèche. Les autres, ils étaient tellement aveuglés par le cours de l'action qu'ils ne me croiraient jamais. Ils prendraient le parti de Julien et ils me réduiraient en miettes. Il utiliserait les photos du dossier SD, me dépeindrait comme une femme hystérique et jalouse et me ferait interner. Non, je ne pouvais pas le combattre dans son monde. Je ne pouvais pas gagner dans une salle de conseil ou un tribunal. Il possédait les avocats, les agences de relations publiques, et il pensait qu'il me possédait. J'ai regardé le disque dur dans ma main. Il avait bâti son empire sur des mensonges. J'utiliserai la vérité pour le démolir. Mais d'abord, je devais disparaître. Et pour cela, je devais contrôler le récit de mon départ. La fraude était l'arme, mais l'affaire était le motif. Je devais être la femme bafouée, pas l'experte comptable lanceuse d'alerte. Le monde comprend une femme trahie. C'était la couverture parfaite. Mon plan a commencé à prendre forme, froid, méticuleux et précis. Je n'allais pas seulement le quitter, j'allais l'anéantir. Alors là, il faut que je fasse une petite pause, genre un interlude Marie. Ce truc, cette histoire avec Julien, cette obsession du pouvoir, du mensonge pour maintenir une façade, c'était vraiment absurde quand on y pense. Je veux dire, j'avais passé des années à polir cette image de femme idéale. Et lui, il passait son temps à la déchirer derrière mon dos, non pas par simple plaisir, mais par pure cupidité. C'est ça qui était dingue. Pas l'infidélité en soi, ça, c'est classique, mais la nature de la trahison. Il ne trahissait pas juste notre mariage, il trahissait des milliers de personnes qui croyaient dans son projet écologique. Des fonds de pension, des petits investisseurs. Et moi qui étais censé être la gardienne de notre foyer, la preuve de sa respectabilité, je découvrais que j'étais une simple variable dans son grand calcul. La femme au foyer parfaite, c'est ce qu'il me laissait être, pour mieux me contrôler, pour mieux cacher ses magouilles. J'ai repensé à mon père parfois. Il disait toujours, « Méfie-toi des choses trop belles, Marie. » Il parlait des offres trop alléchantes au marché du poisson, mais là, ça prenait tout son sens. Le luxe, la fortune, la promesse de sauver le monde, c'était trop beau, trop parfait. Et la perfection, ça n'existe pas. Ça, je l'avais appris à la dure. Bref, retour à nos moutons. Marie Dubois a passé le mois suivant à vivre une double vie avec une précision glaciale. Le jour, elle était la belle, quoique légèrement distante, Madame Thorne. Elle organisait ses dîners, planifiait ses rendez-vous et acquiesçait sereinement lorsqu'il lui disait qu'il travaillerait tard. La nuit, elle était Marie Dubois, l'analyste. Elle n'a pas seulement copié les fichiers de son disque crypté. Elle a tout téléchargé. L'intégralité de l'historique financier de l'entreprise, les rapports d'ingénierie falsifiés, les contrats secrets et les chaînes d'emails accablantes. Elle les a dupliqués sur 5 disques durs cryptés de qualité militaire. Ensuite, elle a commencé le lent et méthodique processus de liquidation. Elle avait conservé son propre compte de courtage de ses jours d'avant le mariage. Elle avait été une investisseuse avisée. Au fil des ans, elle avait également été la principale gestionnaire de leur compte domestique que Julien, dans son arrogance, considérait comme de l'argent de poche, mais qu'elle avait fait fructifier jusqu'à atteindre une somme substantielle à 7 chiffres. Elle a commencé à déplacer des actifs,
non pas par gros montants suspects, mais par un flux silencieux et constant. Elle a transféré les fonds à travers une série de sociétés écrans qu'elle avait elle-même créées au cours des 2 dernières semaines, aboutissant à une banque sécurisée et anonyme en Suisse, à Genève. Une banque qui valorisait la confidentialité par-dessus tout. Elle a été prudente. Elle n'a pris que ce qui était légalement sien, ses propres investissements, l'argent qu'elle avait hérité et le montant préstipulé de leur contrat de mariage. Elle a laissé son argent, l'argent de Dynamis France, intact. Elle n'était pas une voleuse. Elle était un témoin. Elle a obtenu un nouveau passeport et une nouvelle identité. C'était cher de traiter avec des spécialistes des heures sombres numériques, mais elle a payé en crypto-monnaie intraçable. Elle n'était plus Marie Dubois-Thorne. Elle allait devenir Anna Kessel, une historienne d'art allemande. Elle a étudié l'agenda de Julien. Elle savait qu'il gardait un penthouse dans le nouvel et obscènement cher immeuble du 111 rue de la République à Lyon. Il lui avait dit que c'était pour recevoir des investisseurs étrangers. Son suivi de ses cartes de crédit lui indiquait que c'était pour recevoir Sophie Duval. Elle a trouvé la date, un vendredi 10 juin. Il lui avait dit qu'il s'envolait pour Tokyo pour une réunion d'urgence avec le consortium. Ses relevés de vol auxquels elle avait accédé via son compte de récompense de voyage montraient qu'il n'allait nulle part. Son agenda, cependant, indiquait une réservation à 19 heures au restaurant Le Ciel et une commande de 5 000 € dans une boutique de lingerie haut de gamme à livrer au penthouse. Ce fut le jour qu'elle choisit pour finaliser sa sortie. Les 5 disques durs étaient emballés. L'un a été envoyé par coursier sécurisé à un coffre de banque à Genève. L'autre à un cabinet d'avocats à Londres qu'elle avait soigneusement choisi avec une instruction de Dead Man Switch. Si vous n'avez pas de mes nouvelles le 1er de chaque mois, livrez ce colis à l'autorité des marchés financiers, AMF, et au Parquet national financier, PNF. Les 3 restants étaient pour plus tard. À 18 heures, elle a quitté le domaine de Cannes. Elle n'a pas fait de valise, elle a laissé ses vêtements dans le placard, ses bijoux dans le coffre-fort, son téléphone sur le comptoir de la cuisine. Elle est sortie vêtue d'une simple robe noire, ne portant qu'un sac à main. Sa voiture a été laissée dans le garage. Elle a pris un service de voiture prépayé pour Lyon. À 19h30, elle est entrée dans le hall scintillant du 111 rue de la République. Elle n'avait pas besoin de clé. Elle connaissait le code de l'ascenseur privé. Julien était négligent. Il utilisait la date de fondation de l'entreprise. 08. L'ascenseur s'est ouvert directement sur le penthouse. La scène était exactement comme elle l'avait imaginé. Le panorama de Lyon scintillait derrière eux comme un million d'yeux jugeurs. Des coupes de champagne étaient posées sur le bord en marbre. La musique jouait. Julien était en robe de soie, le dos tourné, versant un autre verre. Sophie Duval était allongée sur le canapé blanc, vêtue de la lingerie livrée à 19 heures. Ils se sont tous les deux figés. La bouche de Sophie s'est ouverte dans un haut silencieux et parfait de choc. Julien s'est retourné, son visage un masque d'incrédulité qui s'est rapidement transformé en fureur. « Marie, comment es-tu entrée ici? » C'était le moment, le point de bascule de toute ma vie. J'étais censé crier, pleurer, jeter la bouteille de champagne. C'était la scène qui l'attendait. Marie Dubois n'a rien fait de tout cela. Je suis resté parfaitement immobile dans l'entrée, mon sac à main serré devant moi. J'ai regardé Julien, mon regard plat et dénué de toute émotion. J'ai regardé Sophie, observant la scène avec l'air détaché d'une inspectrice, celle qui cherchait la vérité et non le scandale. « Marie, je peux expliquer, » a balbutié Julien, faisant un pas en avant, les mains levées. « Peux-tu vraiment, » a dit ma voix, calme, mais elle a percé la musique. « Elle ne représente rien pour moi, Marie. C'était une erreur, une stupidité. C'est la pression des affaires, tu sais. » J'ai laissé le silence peser. Je l'ai regardé se tortiller, ce grand homme,
Ce sauveur réduit au cliché le plus pathétique du livre. Sophie, retrouvant son sang-froid, s'est levée, serrant la robe de soie autour d'elle. « Tu ne devrais pas être là », a-t-elle dit, sa voix dure. J'ai enfin bougé. J'ai dépassé Julien, l'ignorant complètement. Je me suis dirigé vers la fenêtre du sol au plafond et j'ai regardé la ville. C'est une belle vue, ai-je dit, mais tout ça construit sur du sable. Marie, écoute-moi, a plaidé Julien, sa voix maintenant tendue d'irritation. Rentrons à la maison, on peut en parler, on peut arranger ça. Je me suis retourné pour lui faire face. Mon expression était une pitié profonde, insondable. Arranger ça? Ai-je dit. Oh, Julien, tu ne peux pas arranger ça. J'ai regardé Sophie. Il t'a menti aussi. Tu sais, ce contrat marketing de 50 millions d'euros, ce n'est pas pour toi. C'est pour lui. SD Holdings est sa porte de sortie. Tu n'es que l'emballage. Le visage de Sophie est devenu blanc. La panique de Julien s'est transformée en glace. Le jeu était fini, mais pas celui qu'il pensait. Qu'est-ce que tu as fait, Marie? Fouiller dans mes affaires. Affaires? Oui, et j'ai dit, des deux sortes. Je me suis retourné vers la porte. Marie, tu ne vas pas me quitter comme ça, a crié Julien, sa voix résonnant dans la pièce minimaliste. Tu n'es rien sans moi. C'est moi qui t'ai fait. Si tu passes cette porte, je te détruirai. Je te laisserai sans rien. J'ai marqué une pause devant l'ascenseur, ma main sur le bouton d'appel. Je me suis retourné et pour la première fois, j'ai souri. C'était une chose terrifiante, vide. Tu as raison, Julien, je te laisse sans rien. J'ai fait un pas dans l'ascenseur. Marie, a-t-il rugi, se jetant vers les portes qui se refermaient, mais elles se sont scellées, reflétant son visage furieux et terrifié. L'ascenseur est descendu, lisse et silencieux. Marie Dubois s'est sortie du hall dans la chaude nuit de juin et a disparu. Vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Rester pour le combattre sur son terrain ou faire imploser tout son château de cartes? La fureur de Julian Thorne a duré exactement 12 heures. Il a saccagé le penthouse, hurlant à Sophie de s'habiller et de partir. Il est rentré à Cannes à 2 heures du matin, s'attendant à trouver Marie avec une armada d'avocats. La maison était sombre, silencieuse. Il a fait irruption dans leur chambre. Marie? Rien. Ses vêtements étaient dans le placard. Son alliance était sur la table de nuit, soigneusement posée à côté d'une copie de l'Odyssée. Il a vérifié le bureau. Son ordinateur portable était là. Il a vérifié le coffre-fort. Le sang lui a glacé le visage. Il était vide. Pas seulement ses bijoux, pas seulement l'argent de secours. Les carnets de chèques de rechange étaient là, mais les registres avaient disparu. Les petits carnets noirs où elle suivait méticuleusement les finances du ménage. Et les disques durs, les disques de sauvegarde de son coffre personnel, qu'il pensait sécuriser, il a titubé en arrière. Non, il a couru à son propre bureau. Il a allumé son ordinateur principal. Il a essayé de se connecter au serveur sécurisé de l'entreprise depuis son terminal domestique. Accès refusé. Il a réessayé. Accès refusé. Profil utilisateur J. Thorne. Privilège révoqué. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il a essayé de se connecter à ses comptes offshore personnels, ceux qu'il avait configurés avec Pierre Lefebvre. Compte gelé, en attente de vérification de sécurité. Une terreur froide et viscérale, une émotion que Julien n'avait pas ressentie depuis l'enfance, l'a étreint. Ce n'était pas une femme qui partait, c'était une extraction. Il a appelé son bureau. C'était samedi matin. Personne n'a répondu. Il a appelé Pierre Lefebvre. La messagerie vocale s'est déclenchée. Il a appelé le chef de son service informatique. Damien, c'est Julien. Quelqu'un m'a bloqué l'accès au serveur. Je pense que nous avons été piratés. J'ai besoin que tu... Monsieur Thorne, la voix de Damien était tremblante.
Je ne peux pas faire ça, monsieur. Mon accès a été révoqué il y a 1 heure par un administrateur de niveau alpha. Je pensais que c'était vous. Niveau alpha? Je suis le seul alpha, moi et Pierre. Non, monsieur, il y en avait un troisième. Un compte administrateur que nous avions configuré pour la construction initiale il y a des années. Marie Dubois, je crois, il était inactif depuis 6 ans. Il vient de s'activer il y a 1 heure. Marie Dubois. Julien a laissé tomber le téléphone. Elle avait construit le système. Il s'en souvenait maintenant vaguement. Il y a des années, avant que Dynamis France ne soit un géant, quand ils étaient dans un petit bureau à Saint-Étienne, Marie, avec son expérience en comptabilité, avait mis en place toute leur architecture financière. Il l'avait progressivement écartée à mesure que l'entreprise grandissait, faisant venir de vrais cadres comme Lefebvre. Il avait oublié qu'elle avait toujours les clés maîtresses. Elle n'avait pas seulement copié les données, elle l'avait enfermée hors de son propre royaume. Il a passé les 5 jours suivants dans un brouillard de panique montante. Il ne pouvait pas appeler la police. Que dirait-il? Ma femme s'est enfuie et a emporté toutes les preuves de ma fraude d'entreprise. Il ne pouvait pas appeler ses investisseurs. Il ne pouvait pas appeler le conseil d'administration. Il était aveugle, piégé dans son propre manoir de verre. C'était un empereur sans vêtements. Et il commençait à réaliser, sans empire, il a engagé un détective privé, un homme brutal et cher nommé Gabriel Rock, spécialisé dans les récupérations discrètes. « Trouvez-la », a grogné Julien, faisant les 100 pas dans son bureau. « Elle est instable, hystérique, elle a pris des choses qui ne lui appartiennent pas. » Rock n'était pas impressionné. Elle a pris de l'argent, elle a pris des données sensibles, propriétaires. Et c'est votre femme, donc elle est en colère. Elle sera dans un spa en Suisse ou chez une amie dans le sud. Elle manquera d'argent et reviendra. Vous ne comprenez pas, a sifflé Julien, les mains tremblantes. Vous devez la trouver maintenant. Pendant 1 semaine, rien. L'équipe de Rock s'est heurtée à des murs. Marie Dubois n'avait pas utilisé de carte de crédit. Elle n'avait pas utilisé son passeport. Son téléphone était toujours sur le comptoir de la cuisine. Elle n'existait pas. Puis, le 8e jour après sa disparition, le monde de Julian Thorne s'est effondré. Cela n'a pas commencé par un appel téléphonique. Cela a commencé par un son. Le son d'un hélicoptère. Il a regardé par sa fenêtre et a vu un hélicoptère noir sans marque atterrir sur sa pelouse parfaite. Des hommes en costume sombre avec les emblèmes de la gendarmerie et de l'AMF sur leurs gilets en sont sortis. Au même moment, les grilles de son domaine, les grilles dont elle avait les codes, se sont ouvertes et un convoi de SUV noirs a accéléré dans l'allée. Son téléphone a commencé à crier. C'était Pierre Lefebvre. « Julien, ils sont là. Les flics sont partout. Ils perquisitionnent le bureau. Ils ont des mandats. » Julien est resté figé. Sa tasse de café lui a glissé des mains et s'est brisée sur le sol. Un coup métallique aigu a résonné dans le hall. « Monsieur Julien Thorne, ici la gendarmerie. Nous avons un mandat d'arrêt à votre rencontre. » Il n'a pas bougé. Il a juste fixé la porte d'entrée qui a été forcée, se brisant de ses gonds. Où était-elle? Comment cela? Et puis son assistante personnelle, hystérique, l'a appelé. « Monsieur Thorne, la lettre, elle est partout. Elle est aux infos. Le Wall Street Journal, Le Monde. Oh mon Dieu, Monsieur Thorne, qu'avez-vous fait? » La lettre n'était pas arrivée par email. À 9h01 ce matin-là, précisément à l'ouverture de la bourse, des colis simultanés ont été livrés par coursier à la rédaction en chef du Wall Street Journal, au chef de la division des enquêtes de l'AMF et au procureur de la République du PNF. Chaque colis contenait 2 éléments, une mince lettre reliée de 12 pages et un unique disque dur noir crypté. La lettre était imprimée sur du papier épais filigrané. Le titre en première page dans une police élégante était « Lettre ouverte concernant l'insolvabilité et la fraude criminelle de Dynamis France Inc. »
Elle commençait ainsi, aux investisseurs, aux employés et à la confiance du public. Mon nom est Marie Dubois. Au cours de la dernière décennie, j'ai été l'épouse de Julien Thorne, le célèbre fondateur de Dynamit France. Alors que le monde me connaissait comme une hôtesse, mon mari me connaissait comme sa première comptable. C'est moi qui ai construit l'architecture financière de son entreprise. C'est une architecture qu'il a ensuite utilisée non pas pour construire un avenir, mais pour orchestrer l'une des plus grandes tromperies d'entreprise de l'histoire moderne. J'écris cette lettre parce que je ne peux plus être complice de cette fraude par mon silence. Dynamit France est un mensonge. Le cœur Hélios ne fonctionne pas. La lettre n'était pas la diatribe émotionnelle d'une femme bafouée. C'était une exécution froide et chirurgicale. En section numérotée précise, Marie a exposé toute la conspiration. Elle a détaillé le problème Ray, y compris les rapports d'ingénierie supprimés du Dr. Etienne Ray, qui, a-t-elle noté, avait été licencié et réduit au silence pour avoir dit la vérité. Elle a détaillé les données falsifiées qui étaient fournies aux investisseurs, montrant une exagération des performances de 300%. Elle a détaillé la société écran SD Holdings et son véritable objectif. Elle a nommé Sophie Duval non pas comme une maîtresse, Popon, mais comme une co-conspiratrice non inculpée dans un stratagème visant à blanchir des capitaux d'investisseurs volés. Elle a détaillé le plan imminent de Julien Thorne et du directeur financier Pierre Lefebvre d'initier une dernière levée de fonds qu'ils avaient l'intention d'utiliser comme liquidité de sortie avant de vendre leurs actions et de faire faillite l'entreprise. L'infidélité de M. Thorne, a-t-elle écrit dans un paragraphe glaçant, est une affaire personnelle, mais son utilisation de sa maîtresse, Mme Duval, pour créer une société écran de 50 millions d'euros afin de voler ses propres actionnaires est un crime fédéral. L'affaire n'était qu'un symptôme de sa véritable pathologie, une avidité pathologique qui a empoisonné son entreprise depuis la racine. Clara Jensen, la rédactrice en chef du Wall Street Journal, a lu la lettre le cœur battant. C'était la plus grande histoire de l'année, peut-être de la décennie. C'était Enron, Madoff et Theranos réunis. Faites-moi venir tout le monde, a balbutié Clara à son assistante. Faites venir notre équipe technique, notre équipe juridique et notre unité des crimes financiers. Maintenant, nous devons vérifier cela. Ils n'ont pas eu à attendre longtemps. Au bas de la lettre se trouvait le coup de grâce dévastateur. Le disque dur ci-joint, a écrit Marie, contient l'intégralité des serveurs internes de Dynamit France. Il comprend les données d'ingénierie originales non altérées de l'usine d'Auvergne, l'historique complet des emails et des SMS de M. Thorne et M. Lefebvre, et les relevés bancaires complets et non expurgés de SD Holdings et de leurs comptes offshore associés. Le mot de passe pour le disque est « Etienne Ray avait raison ». J'ai pris ces mesures car je crains pour ma vie. Julien Thorne est un homme puissant et vindicatif et les hommes qu'il fréquente sont dangereux. J'ai disparu. Je suis dans un endroit sûr et j'ai pris des précautions. Plusieurs copies de ce disque sont dans des endroits sécurisés à travers le monde. Si un quelconque mal m'arrivait, ou si une tentative était faite pour supprimer cette enquête, le contenu complet non crypté du disque, y compris les documents non fournis, sera publié dans tous les principaux médias et agences d'application de la loi du monde entier. Je vous exhorte à agir rapidement. Le marché est ouvert et les investisseurs continuent d'acheter un mensonge. Elle a signé simplement Marie H. Dubois. Le journal n'a même pas eu le temps de publier. L'AMF, agissant avec une rapidité qui a brisé tous les records bureaucratiques, en avait déjà vu assez. La lettre combinée au disque n'était pas seulement une preuve irréfutable. C'était une confession complète avec des annexes. Ils ont appuyé sur le bouton de vente des actions de Dynamit France, suspendant toutes les transactions. Mais il était trop tard. La nouvelle avait fuité de l'AMF. En 12 minutes, l'action de Dynamit France, autrefois la coqueluche du CAC 40, a chuté. Elle est passée de 450 € l'action à 12, puis à 0. Les tirs ont été instantanés et brutaux. Le PDG de Dynamit France arrêté dans un raid de la gendarmerie,
Lettre de Dubois. La femme disparue expose une fraude de milliards. Cœur Hélios. Un canular. La femme lanceuse d'alerte implique la mannequin Sophie Duval dans la conspiration Thorne. À midi, Marie Dubois était le sujet le plus tendance au monde. Elle était la femme disparue, le fantôme lanceur d'alerte. Julian Thorne, l'homme qui allait sauver le monde, a été conduit hors de son manoir de Cannes, menotté, le visage à un masque de rage stupéfaite et incompréhensible. Je n'ai pas ressenti de joie, pas de triomphe. J'ai juste ressenti un relâchement catastrophique, une libération agonisante d'une tension accumulée pendant 10 ans. C'était le son d'un mur porteur qui s'écroule enfin. Je me suis penché sur le bureau de la chambre d'hôtel et j'ai été physiquement malade. Quand c'était fini, je me suis levé, je me suis lavé le visage et j'ai supprimé le compte email. J'ai fait ma seule valise, j'ai quitté l'hôtel et je suis allé à la banque. J'ai accédé au coffre suisse, récupéré mes fonds restants et j'ai pris un train. Pas pour Rome ou Paris ou Londres, trop évident. Je suis allé à Florence, une ville de Renaissance, une ville où des chefs-d'œuvre étaient créés, perdus et minutieusement restaurés. Ce matin-là, quand les premières infos ont commencé à tomber, quand le cours boursier de Dynamis France s'est effondré comme une piñata, j'étais là, dans cette chambre d'hôtel anonyme à Genève. Je me souviens de chaque détail. La lumière grise de l'aube, le bruit des tramways, mes mains qui ne tremblaient plus de peur, mais d'une énergie bizarre, comme un tambour en moi. C'est à ce moment-là que la nouvelle a éclaté à la télé, que les images de Julien menotté ont rempli d'écran. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel. Non, pas un appel, un message Proton Mail d'Alistair Finch, l'associé principal de mon cabinet d'avocat à Londres. C'était une brève confirmation. J'avais fait ça pour moi, pour ma dignité, mais aussi pour les autres. Pour Étienne Ray, bien sûr. Mais aussi pour toutes les Priya Sharma du monde, celles qui avaient eu le courage de dénoncer des falsifications et qui risquaient de tout perdre. Le contre-coup a été un hiver nucléaire, m'a-t-on rapporté. L'effondrement de Dynamis France a effacé une valeur boursière estimée à 70 milliards d'euros. Des fonds de pension, des dotations universitaires et des dizaines de milliers d'investisseurs de détail ont été ruinés. Le consortium japonais, dont Julien avait été si fier, faisait face à une ruine financière. L'affaire est devenue le procès de la décennie. Le gouvernement français, humilié par l'ampleur de la fraude, y a alloué toutes les ressources disponibles. Pierre Lefebvre, le directeur financier aux yeux de requin, a été le premier à retourner sa veste. Face à la prison à vie, il a accepté de témoigner contre Julien en échange d'une peine réduite. Son témoignage a brossé le portrait de Julien comme d'un cerveau narcissique qui intimidait ses subordonnés pour qu'ils se conforment. Sophie Duval a été la suivante. Ses avocats très bien payés ont tenté de la présenter comme une autre victime de Julien, une jeune femme naïve dupée par un homme puissant. Ce récit a tenu jusqu'à ce que l'accusation produise les relevés bancaires de SD Holdings, montrant des virements de son compte pour l'achat d'une villa sur le lac de Côme et d'un diamant de 3 millions d'euros. Elle a également témoigné, affirmant que Julien l'avait forcé à participer. Personne ne l'a cru. Elle a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude par virement et de blanchiment d'argent. Mais le témoin vedette était une personne qui n'a jamais comparu. Marie Dubois. Ma lettre était la pièce maîtresse du procès. Mon disque dur constituait l'intégralité du dossier de l'accusation. L'équipe de la défense, dirigée par un avocat coûteux nommé Benjamin Croix, a tenté de faire rejeter mes preuves. C'est irrecevable, a argué Croix. C'est le fruit d'un arbre empoisonné. C'est une preuve volée par une femme vindicative et jalouse. Elle a piraté son ordinateur. Elle a volé sa propriété privée. C'est un fantasme de vengeance, pas une affaire juridique. La juge, une femme sans fioriture nommée Thérèse Dubois, sans lien, l'a rejetée. Maître Croix, votre client est accusé d'avoir fraudé le public de 70 milliards d'euros.
La propriété privée à laquelle vous faites référence est la preuve de ce crime. Le motif de la source, qu'il s'agisse de jalousie, de devoir civique ou d'amour de l'opéra, est hors de propos. La preuve est la preuve. Elle tient. Le procès a été un cirque. Le courriel clé Étienne Ray avait raison est devenu une phrase culte. Le docteur Étienne Ray lui-même a été appelé à témoigner, un homme tranquille, brisé, qui a enfin pu dire sa vérité. Il a expliqué en détail techniques dévastateurs comment le cœur Hélios était une impossibilité physique et comment ses données avaient été systématiquement altérées. La défense de Julian Thorne était de l'arrogance pure. Il a témoigné que Marie était instable, que le Dr. Ray était un employé mécontent, que Pierre Lefebvre était le véritable cerveau. Il a affirmé qu'il était un visionnaire, pas un comptable, et qu'il n'était pas au courant des minutiés quotidiennes. L'argumentaire final de l'accusation a duré 2 heures. Le jury a délibéré pendant 45 minutes. Julian Thorne a été reconnu coupable de l'ensemble des 28 chefs d'accusation. Fraude sur titre, fraude par virement, complot et obstruction à la justice. Lors de la condamnation, Julien, enfin brisé, a pleuré et supplié la juge de faire preuve de clémence. La juge Dubois n'a pas bronché. Monsieur Thorne, vous n'avez pas seulement volé de l'argent. Vous avez volé la confiance du public. Vous avez joué sur leur espoir d'un avenir meilleur et vous leur avez vendu un mensonge. Vous avez détruit la vie de vos employés, de vos investisseurs et de les seules personnes qui semblent vous avoir toujours dit la vérité, le Dr. Ray. Vous êtes l'architecte de votre propre destruction. Julian Thorne a été condamné à 45 ans dans un pénitencier fédéral. Aujourd'hui, à Florence, je referme mon carnet de croquis. Le souvenir de l'évasion a perdu son côté net et terrifiant. Ce n'est plus qu'une histoire. Le garçon de café dépose un petit journal plié sur ma table. La Repubblica, j'acquiesce. La une est frappante. La photo, trop familière. Julien, hagard et grisonnant, son costume sur mesure remplacé par une combinaison de prison mal ajustée. Il regarde fixement depuis la première page. Le tycoon du marché condamné à 45 ans. Je lis l'article avec détachement. Il détaille son dernier plaidoyer en larmes pour la clémence. Il détaille la condamnation cinglante de la juge. Il mentionne les milliers de vies ruinées, les fonds de pension anéantis. Il me mentionne la Moglise Comparsa, la femme disparue, la mystérieuse héroïne lanceuse d'alerte qui l'a fait tomber et a disparu. Une légende populaire moderne. Je ressens un éclair de rien. Ni pitié, ni satisfaction. Il n'est qu'une variable dans une équation résolue. Mon téléphone crypté, un appareil que je n'utilise qu'une fois par mois, vibre sur la table, un nouveau message. C'est d'Alastair Finch. Objet, phase 2 terminée. Madame, le gouvernement français a finalisé le fonds d'indemnisation des victimes de l'AMF, conformément à votre directive irrévocable exécutée le jour de votre départ. La totalité de votre réclamation sur les actifs conjugaux, 84,5 millions d'euros après liquidation et impôts, a été anonymement attribuée. La Fondation Étienne Ray pour la vérité technique est désormais capitalisée à perpétuité. Sa première action, 6 jointe, a été un succès. Nous attendons d'autres instructions, bien que nous comprenions qu'il n'y en aura pas. Portez-vous bien. AF. Mes doigts, stables désormais, ouvrent la pièce jointe. Ce n'est pas un relevé bancaire. C'est un petit article de presse obscur d'un journal technologique parisien. Jeune ingénieur gagne son procès contre une entreprise de biotechnologie. L'histoire est simple. Une femme de 28 ans, une jeune ingénieure nommée Clara Martin, avait été licenciée pour avoir refusé de valider des données falsifiées pour un nouveau dispositif médical. Elle avait été blacklistée, menacée et croulait sous les frais de justice. Puis une fondation anonyme était intervenue, la Fondation Ray. Elle lui avait fourni une équipe juridique qui surpassait celle des entreprises. Elle l'avait protégée du harcèlement médiatique et elle avait financé sa défense jusqu'à ce qu'elle gagne non seulement son procès,
pour licenciement abusif, mais qu'elle force une enquête fédérale sur les pratiques de l'entreprise. Anna ferme son téléphone. C'est ça, sa victoire. Pas Julien enchaîné, pas son nom dans les gros titres, mais cet ingénieur calme et inconnu qui avait dit la vérité et n'avait pas été détruite pour cela. L'argent que Julien avait volé, l'argent qu'il avait utilisé pour construire ses mensonges, était maintenant utilisé pour protéger la vérité. C'était la justice médico-légale la plus parfaite qu'elle puisse imaginer. Marie Dubois ne l'avait pas faite pour se venger. La vengeance est un acte chaud, désordonné, passionnel. Ceci avait été un audit. Ceci était le rééquilibrage des comptes. Julien, Sophie, Pierre Lefebvre. Il n'était que des erreurs d'arrondi qu'elle avait dû corriger. Elle regarde la photo de son ancien mari dans le journal une dernière fois. Ce n'était pas un monstre, c'était juste une décimale au mauvais endroit, un faux calcul qui avait menacé l'intégrité de tout le système. Et Marie Dubois, l'experte comptable judiciaire, avait simplement, enfin, corrigé le bilan. Anna Kessel paye son café en espèces et rassemble son carnet de croquis. Elle enfile ses lunettes de soleil, cachant ses yeux, mais pas sa présence. Elle se lève et pour la première fois de sa vie, elle ne ressent pas le besoin d'être invisible. Elle ne fuit pas. Elle ne se cache pas. Elle est simplement Anna. Elle a son travail, son art et sa liberté. Elle sort du café et se dirige vers la lumière chaude et dorée de la place. Elle ne disparaît pas dans la foule, elle la rejoint. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était le mieux qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, que le coup était trop lourd. Probablement les deux, en fait. C'est comme ça la vie, non? Rien n'est vraiment clair, rien n'est parfait. Mais c'est la mienne, c'est ça qui compte.